Bonjour, bienvenue dans le 5e épisode de In Principio. Qui n'a jamais entendu parler de la tour de Babel? Cet épisode biblique est un des plus célèbres pour la culture universelle. Il se place à côté de l'histoire de Noé, de la traversée de la mer par les Hébreux du temps de Moïse, du combat de David contre Goliath, au rang des récits de l'Ancien Testament, ayant dépassé en notoriété le seul cadre confessionnel. Le terme est presque devenu un nom usuel. Par exemple, un des sites les plus populaires d'apprentissage des langues s'appelle Babel. Si un récit est difficile à placer dans l'histoire, c'est bien celui de la tour de Babel. Comme on va le voir, les difficultés historiques et archéologiques sont nombreuses et nous obligent à raisonner par hypothèse. Alors, je vais énumérer les principales hypothèses. Cependant, j'ai pris le parti d'en développer une seule. Dans une première partie, on va revenir sur le texte biblique et voir quelles sont les données disponibles. La Bible impose-t-elle une chronologie? Le récit suit-il chronologiquement l'éclatement des peuples décrit en Genèse 10? Que sait-on de la tour de Babel et de sa construction? C'est ce qu'on va voir. On va voir dans une deuxième partie l'histoire de la Mésopotamie. Alors, ce sera l'occasion d'évoquer les méthodes de datation propres à l'étude de la région, voir comment sont exploitées les données dont on dispose. On fera aussi un point sur les difficultés de la recherche archéologique dans la région. Enfin, on va conclure en essayant de déterminer le cadre historique dans lequel s'est déroulé l'épisode de la tour de Babel. Alors, le récit biblique tout d'abord. Le récit nous est présenté dans les 9 premiers versets du chapitre 11 de la Genèse. Comme il est relativement court, on va le lire en entier, mais en le découpant avec des commentaires. Le chapitre qui précède est parfois appelé « Table des Nations » et nous présente la descendance des fils de Noé. On découvre successivement la descendance de Japheth, Cham et Sem. Je vous propose de lire la fin du chapitre 10 et le début du chapitre 11. Tels sont les descendants de Sem selon leur famille et leur langue, dans leurs divers pays selon leur peuple. Telles sont les familles issues des fils de Noé, selon leur lignée et d'après leur appartenance nationale. C'est d'eux que sont issus tous les peuples qui se sont répandus sur la terre après le déluge. Et là on passe au chapitre 11. À cette époque-là, tous les hommes parlaient la même langue et tenaient le même langage. Lors de leur migration depuis l'Est, ils découvrirent une vaste plaine dans le pays de Shinéar et ils s'y établirent. Alors, une lecture rapide peut laisser à penser que l'épisode de la tour de Babel fait suite immédiatement au chapitre 10. Le verset 1 du chapitre 11 commence par « à cette époque-là » et nous pourrions penser qu'il s'agit là d'un enchaînement chronologique. Une lecture plus attentive montre que plusieurs langues sont déjà évoquées à la fin du chapitre 10. La tour de Babel est donc probablement une notice historique illustrant la longue généalogie du chapitre 10. En fait, d'une manière générale, on peut considérer l'ensemble Genèse 1-11 comme une grande chronologie allant d'Adam à Abraham, l'auteur biblique insistant en détail sur certains points importants comme le récit de la chute, le déluge ou encore la tour de Babel qui nous intéresse aujourd'hui. Lisons la suite. Ils se dirent les uns aux autres, « Allons, moulons des briques et cuisons-le au four. » Ainsi ils employèrent les briques comme pierre et le bitume leur servit de mortier. Puis ils dirent, « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet atteindra le ciel. Alors notre nom deviendra célèbre et nous ne serons pas disséminés sur l'ensemble de la terre. » Genèse 11, versets 3 et 4. Alors, la Bible n'est pas avare en détails de construction. Par exemple, des ouvrages comme l'Arche de Noé, l'Arche d'Alliance, le Temple de Salomon sont décrits avec une précision assez étonnante. Ici, on apprend que l'édifice n'est pas, comme c'est le cas pour les pyramides, fait avec des blocs issus d'une carrière, mais qu'il est constitué de briques moulées. Retenez bien ce détail, il est important pour la suite. Poursuivons. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient. Il dit alors, « Ils forment un seul peuple, parlant tous la même langue, et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, quel que soit leur projet, rien ne les empêchera de les réaliser. Allons, descendons et brouillons là leur langage pour qu'ils ne se comprennent plus entre eux. » Et l'Éternel les dissémina loin de là sur toute la terre. Ils cessèrent donc la construction de la ville.
C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que là, l'Éternel avait confondu le langage des hommes sur toute la terre, et c'est de là qu'il les a dispersés sur toute la terre. Genèse 11, versets 5 à 9. Alors, le pays de Shinéar a été évoqué au verset 2. Ici est fait mention du nom de Babel. Un point d'accroche avec la généalogie du chapitre 10 se fait sans forcer le texte. On apprend en effet au sujet de la descendance de Cham. Couche fut le père de Nimrod qui se mit à exercer un grand pouvoir sur la terre. C'était un valeureux chasseur devant l'Éternel. De là vient l'expression « valeureux chasseur devant l'Éternel comme Nimrod ». Les capitales de son royaume furent Babel, Érec, Akkad, Calné, au pays de Shinéar. Genèse 10, versets 8 à 10. Alors, à l'appui de ces éléments, on peut sans trop de risque suivre le consensus qui consiste à voir l'épisode de la tour de Babel non comme une suite directe de la table des nations du chapitre 10, mais comme une notice historique et théologique qui s'insère dans cette chronologie. Nimrod, qui est évoqué par le texte biblique, semble être un personnage puissant de cette période, et se demander qui était ce fameux Nimrod semble être une clé qui nous permettra d'en savoir un peu plus sur le contexte historique du récit. Si l'exégèse du texte ne présente pas de difficultés particulières, en revanche, nous n'avons pas à ce stade de chronologie précise, juste une chronologie relative, qui nous permet de dire que l'épisode qui nous intéresse a lieu après le déluge et avant la naissance d'Abraham. La lecture du seul texte biblique permet simplement de mettre les événements dans l'ordre. On va maintenant quitter le texte biblique pour s'intéresser à la Mésopotamie à l'époque supposée de la tour de Babel. Alors, avant de faire des hypothèses sur l'identité de Nimrod, sur la date de construction de la tour, il faut évoquer les difficultés de recherche dans la zone concernée, à savoir l'actuel Irak. Vous n'êtes pas sans savoir que la région a connu durant des décennies le régime de Saddam Hussein, des guerres sur le territoire qui ont rendu difficile l'accès aux sites archéologiques. Alors, aidé par l'ouvrage de Véronique Grandpierre, Histoire de la Mésopotamie, je vous propose de faire un rapide tour d'horizon de l'histoire et de l'avancée de l'archéologie dans la région de Babel, en gros l'Irak et Bagdad. Alors, globalement, l'intérêt pour l'Orient remonte à la fin du XVIIe siècle, les chercheurs étant jusqu'alors plus intéressés par les vestiges de l'Empire romain ou de la Grèce antique, sans doute à cause de la fascination exercée par ces périodes dans l'imaginaire de la Renaissance un siècle plus tôt. Entre le XVIIe siècle et nos jours, la Mésopotamie a connu plusieurs dominations. L'Empire ottoman a dominé la région, laissant les Européens effectuer des fouilles au gré des accords passés. Le XIXe siècle voit les premières découvertes importantes, le français Ernest de Sarzec découvrant la civilisation sumérienne en 1877, dont l'écriture cunéiforme ne sera déchiffrée partiellement qu'au début du XXe siècle. Au fil du temps, l'influence française dans la région décline. C'est l'archéologue allemand Robert Koldewey qui mettra à jour les ruines de la ville de Babylone, les fouilles ayant lieu entre 1899 et 1917. La fin de la Première Guerre mondiale marque la fin de l'Empire ottoman. L'entre-deux-guerres sera la période la plus fertile en termes de découvertes archéologiques. La découverte qui fera le buzz, comme on dit aujourd'hui, sera en Égypte et sera celle de la tombe du pharaon Toutankhamon en 1922 par l'archéologue Howard Carter. Cette découverte éclipse un peu celle d'un véritable trésor. Entre 1922 et 1937, le British Museum et l'Université de Pennsylvanie mettent à jour une grande nécropole en Mésopotamie et surtout les vestiges d'un grand bâtiment dont nous allons reparler. Il s'agit d'une ziggourate. Voilà l'ironie du sort, en fait, la découverte de la tombe d'un pharaon inutile de seconde zone a éclipsé une découverte majeure. Venons-en aux sources et éléments permettant aux archéologues d'effectuer des datations. Il y a dans cette région du croissant fertile peu de pierres et de bois, l'essentiel des bâtiments étant fait en argile, matériaux utiles aussi bien pour la structure des édifices que pour la construction des supports écrits. Les plus anciennes traces d'écriture remontent à la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ, la fameuse écriture cunéiforme dont on parlait tout à l'heure, constituée de signes obtenus par incision du support.
Les écrits retrouvés étaient des livres de contes de commerçants, des textes de loi ou encore des écrits de légendes locales. Toutes ces recherches ont permis de déterminer plusieurs périodes de l'histoire de la Mésopotamie. Le consensus universitaire nomme dynastie archaïque les rois entre 2900 et 2340 avant Jésus-Christ. Vient ensuite l'empire d'Akkad, fondé par Sargon, qui s'étend de 2340 à 2200. C'est la période qui nous intéresse le plus, comme nous allons le voir. Vient ensuite la Renaissance sumérienne, entre 2200 et 2004. Comme nous allons le voir dans la troisième et dernière partie, placer la tour de Babel sous l'empire d'Akkad, donc entre 2340 et 2200, est une hypothèse crédible. Alors, dans cette dernière partie, donc on va se demander un peu qui était Nimrod, dont on a parlé dans la première partie, et en fait, qu'était la tour de Babel. Alors, comme on l'a vu dans la première partie, le texte biblique semble indiquer que l'épisode de la tour de Babel s'est déroulé à la même période que le règne de Nimrod. Plusieurs hypothèses ont circulé quant à l'identité de Nimrod. On peut citer l'hypothèse critique qui pense que la mention de ce roi n'est qu'une allusion à des divinités mésopotamiennes comme Marduk ou Ninurta, déesse de la guerre. Certains ont avancé l'hypothèse que Nimrod serait en fait inspiré d'un roi assyrien de la fin du deuxième millénaire. Il s'agit dans ce dernier cas d'une hypothèse critique à l'égard du texte biblique, partisane d'une rédaction très tardive du texte. Le dernier candidat que je vais présenter est intéressant, il s'agit du fondateur de l'empire d'Akkad, le roi Sargon. Voici les éléments qui plaident en la faveur de ce roi qu'on va appeler l'hypothèse Sargon. Alors, bon, Nimrod est présenté aussi bien dans les chroniques que dans le texte de la Genèse, comme on a vu. Couch fut le père de Nimrod qui se mit à exercer un grand pouvoir sur la terre. 1 Chronique, chapitre 1, verset 10. Alors, la courte description faite en Genèse 10, que nous avons évoquée dans la première partie, annonce sans équivoque un souverain puissant. On sait que le roi Sargon, qui a fondé l'empire d'Akkad en 2340, a unifié pour la première fois de l'histoire de la Mésopotamie les pays de Sumer et d'Akkad. D'ailleurs, son nom, Sargon, dont la prononciation en langue originale est Sarukin, veut dire « roi légitime ». C'est lui qui fait de la cité d'Akkad un véritable empire centralisé. Je précise que toutes ces informations sont issues du même livre précédemment cité, à savoir « Histoire de la Mésopotamie » de Véronique Grandpierre. Alors, on peut aussi ajouter que l'iconographie mésopotamienne confirme le statut spécial de Sargon. En effet, c'est le premier souverain de la région à être représenté coiffé d'une tiare, à se démarquer ainsi du reste de la population. Et fait intéressant et illustrant bien le texte biblique, Sargon était aussi appelé roi des 4 régions, ce qui, dans le jargon mésopotamien, voulait dire roi du monde entier. L'époque approximative de la tour de Babel étant identifiée, reste à savoir si nous pouvons localiser l'édifice. Alors, au risque de vous décevoir, je pense que non. J'entends par là que nous n'avons pas de traces de la tour de Babel mentionnée dans la Bible. En revanche, nous pouvons avoir une idée assez précise, de ce à quoi elle pouvait bien ressembler. Il s'agissait probablement d'une ziggourate, dont la plus vieille connue à ce jour, est celle de la ville d'Our, fondée 2 siècles après Sargon. Le procédé de fabrication était le même que celui décrit dans la Bible pour la tour de Babel, à savoir que c'était pas des blocs extraits d'une carrière, mais des briques d'argile. Les ziggourates sont de base carrées et non rondes, comme le montrent souvent les célèbres tableaux qui représentent la tour de Babel. Alors, il n'est pas étonnant d'avoir du mal à retrouver des ziggourates intactes, le matériau de base était beaucoup plus friable dans le temps qu'un bloc uniforme. Alors, il existe bien une ziggourate de Babylone, presque entièrement détruite de nos jours, cependant c'est probablement un édifice postérieur à la tour de Babel qui est mentionné dans la Bible. Alors, on va terminer ce podcast avec une anecdote assez amusante. En fait, les ziggourates ont été redécouvertes au fil de l'histoire lors de la conquête d'Alexandre le Grand au IVe siècle avant Jésus-Christ. Alors,
Plein de vanité, le célèbre roi macédonien a voulu reconstruire entièrement la ziggourate de Babylone. S'en est suivi un chantier gigantesque, inachevé, Alexandre mourant prématurément à 32 ans. Les travaux ne seront jamais terminés et la tour, qui était destinée à défier le ciel, a finalement été décomposée en pièces détachées pour servir aux petits travaux des autochtones. Vanité des vanités, tout est vanité, dit l'Ecclésiaste. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. À très bientôt, soyez tous bénis.